Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles causeries avec Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Alors Pascal, après ces voyages alchimiques que nous avons fait ensemble, tu as décidé de nous amener dans un univers complètement différent. Il s'agit de l'univers de Napoléon Bonaparte. Et ce soir, on va aborder deux sujets d'importance. On va aborder le fait que Napoléon a été assassiné. Voilà, tu vas nous démontrer l'assassinat de Napoléon. Et puis aussi le côté, l'univers paranormal de Napoléon, dans une deuxième partie. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que Napoléon est un personnage assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est Léon Bloy, cet écrivain maudit, qui avait dit que Napoléon ne ressemblait à personne. Et c'était quelque chose d'assez incroyable. On sentait en lui le surnaturel. Il a lâché le mot, Léon Bloy, de surnaturel. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde toute la vie de Napoléon, on s'aperçoit qu'elle est jalonnée d'événements aussi merveilleux qu'extraordinaires. Enfin voilà, c'est un parcours complètement incroyable qu'il a eu. D'ailleurs, il avait dit lui-même, Napoléon, quel roman que ma vie. Hein. C'est vrai qu'il y avait de quoi écrire plus qu'un roman même. Voilà. Mais dans un premier temps, ce dont j'aimerais parler, c'est effectivement l'assassinat de Napoléon. Parce qu'il y a une chose qui m'énerve d'une façon prodigieuse, c'est qu'à l'heure actuelle, la thèse officielle, soutenue par on va dire, les spécialistes autoproclamés de Napoléon et du Premier Empire, ce sont toujours les mêmes, ce sont toujours ceux qu'on voit à la télévision, ce sont les seuls d'ailleurs qu'on a le droit de citer. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que Napoléon est mort d'un cancer de l'estomac. Ce qui est entièrement faux. On a des preuves. Depuis plusieurs années, on a des preuves, elles sont là. On sait qu'il est mort empoisonné. On sait même qu'il est mort empoisonné à l'arsenic. Et on a tous les éléments. Et je vais en parler, pas de façon approfondie, mais je vais donner quand même pas mal d'éléments qui font comprendre à ceux qui nous écoutent que voilà, il y a un gros mensonge sur la mort de Napoléon. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un mensonge sur la mort de Napoléon? On peut se poser la question. Tout simplement parce que il faut bien se dire que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Or, à Waterloo, les grands vainqueurs, ça a été bien sûr les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons qui ont toujours véhiculé une légende inventée de toutes pièces, une légende noire, notamment sur Napoléon. Et naturellement, étant donné que, comme je l'indiquerai tout à l'heure, il y a de fortes présomptions pour que le gouvernement britannique ait été complice dans l'empoisonnement de Napoléon, c'est sûr, ça serait une tâche indélébile sur leur parcours. Donc, voilà, on fait croire tout simplement que Napoléon est mort d'un cancer de l'estomac. C'est vrai que le père de Napoléon était mort d'un cancer de l'estomac, mais ce n'est pas parce que son père est mort d'un cancer de l'estomac que Napoléon a suivi le même chemin. Alors, il y a aussi quelque chose on a souvent remarqué, on disait que Napoléon mettait la main dans son gilet. Il est souvent représenté la main dans son gilet. Alors, on subodore que parce qu'il avait des maux déjà à son estomac, etc. C'est faux, c'est entièrement faux, parce que même à Sainte-Hélène, Napoléon disait qu'il n'avait jamais souffert de l'estomac, qu'il était même chanceux, qu'il avait une santé de fer. Lorsqu'il est arrivé à Sainte-Hélène, il était en pleine forme. Et on remarquera par contre que ce n'est pas le seul que l'on représente sur des peintures avec la main dans le gilet. Drouot a été peint comme ça, Gouvion-Saint-Cyr a été peint de la même manière, c'est également le cas de Bertrand. En fait, je me suis aperçu que c'était une façon de poser, tout simplement, pour ces généraux, devant le peintre, et ils mettaient la main dans le gilet. Voilà, c'est tout simplement une pose qu'ils prenaient. Donc ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec un problème à l'estomac, comme on pourrait le croire. Alors par contre Pascal, excuse-moi je te coupe, moi par contre j'ai
J'ai vu d'autres articles, alors pas forcément sur Napoléon, mais sur les positions comme ça de la main dans le gilet, qui étaient plus des signes d'appartenance à une confrérie maçonnique ou autre. Est-ce que il y a eu une relation, toi qui as étudié Napoléon, est-ce qu'il a fait partie d'une confrérie ou c'était juste une pause Napoléon, il a été initié dans une loge franc-maçonne quand il était jeune officier. Mais là, c'était le cas de tous les officiers de l'armée française. À l'époque, du temps de la Révolution, tous les officiers étaient obligés de passer par là, on peut dire. Et Napoléon, par contre, il s'était un peu même beaucoup, on va dire, détaché de la franc-maçonnerie. Il les considérait comme des enfants. Pour eux, c'était des amusements. Enfin, pour lui, ça n'avait pas grande importance, si tu veux. Mais bon, il a été initié dans une loge, il a été franc-maçon, ça c'est vrai. Il a même assisté une fois qu'il était empereur, peut-être encore à quelques séances organisées dans des loges franc-maçonnes. Mais bon, il n'était pas impliqué plus que ça là-dedans. Et puis pour lui, bon, les francs-maçons, bon, c'était plus, il considérait ça davantage comme des loisirs, ce qu'ils faisaient, qu'autre chose. Même leurs ateliers, bon, ils ne prenaient pas ça vraiment au sérieux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Napoléon avait déjà été, on va dire, confronté au problème des Illuminés de Bavière, aux Illuminati. Et là, il avait, d'ailleurs, c'était, je crois, un Illuminé de Bavière qui avait tenté de l'assassiner lorsqu'il était en Allemagne, Napoléon. Et Napoléon, à Sainte-Hélène, il avait dit à Lascaz, le mémorialiste qui était avec lui à Sainte-Hélène, il lui avait dit, là, il rigolait plus du tout avec les Illuminés de Bavière. Il disait que c'était vraiment une secte très dangereuse. Et là, c'était vraiment quelque chose de très, très grave qui se passait avec ces gens-là. Voilà, mais voilà les contacts qu'il a eus, Napoléon, avec les sociétés secrètes. Voilà. Donc, oui, Napoléon était franc-maçon, mais comme tous les officiers de son époque, et puis voilà, donc il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Ok, donc c'était pas forcément un signe de reconnaissance maçonnique, mais plus pour toi une posture de mode de l'époque. Tout à fait. Pour moi, c'était juste une façon de se présenter devant le peintre, se donner peut-être de l'assurance. On avait un air un peu plus martial, peut-être, en se présentant de cette façon-là, c'est tout. Ok. Alors, il est mort quand d'ailleurs, Napoléon? Il est mort le 5 mai 1821. Très exactement, donc à Sainte-Hélène. Il est mort à 6h moins 10 du soir. On le sait grâce à son valet de chambre, l'heure exacte, puisqu'il en a parlé dans ses mémoires. Et ce qu'il faut savoir également, mais ça on en reparlera peut-être tout à l'heure avec tout ce qui a gravité de surnaturel autour de Napoléon, une comète est passée quelques jours dans le ciel avant le décès de Napoléon. Et d'ailleurs, on en avait averti l'empereur et Napoléon avait dit « Oh, une comète, c'est le signe que je vais bientôt mourir. Une comète avait traversé le ciel aussi pour annoncer la mort de Jules César. » Voilà. Donc, il a vu ça un peu comme un signe. Mmh. Et il faut également savoir d'ailleurs qu'une comète est passée également dans le ciel pour la naissance de Napoléon. Napoléon qui est né le 15 août 1769. Oui, c'était la comète de Halley. Il n'y a pas de certitude, il y a des chances. Il y a des chances pour que, effectivement, c'eût été la comète de Halley. Donc, je vais continuer peut-être la présentation de cet empoisonnement de Napoléon, et après on passera au côté surnaturel, entre guillemets. Donc, Napoléon, on sait qu'il est mort empoisonné, il y a eu des analyses qui ont été faites. On va dire le farouche défenseur de la thèse de l'empoisonnement, et il y en avait plusieurs, mais celui qui s'est vraiment investi là-dedans, c'était Ben Weider. Ben Weider, qui est malheureusement décédé en 2008. Je dis malheureusement parce que c'est un homme vraiment formidable. J'ai eu l'occasion d'être en contact avec lui de façon épistolaire seulement pendant quelques mois. Il avait créé une société napoléonienne internationale qui était basée au Canada, qui existe toujours, du reste.
mais qui a perdu un peu de son âme naturellement après le départ de Ben Weider. Alors, Ben Weider, ça dit peut-être pas grand-chose à ceux qui nous écoutent, mais Ben Weider, c'est quelqu'un qui a fait fortune avec les instruments de musculation. C'est lui d'ailleurs qui a créé Arnold Schwarzenegger, on peut le dire, parce que c'est lui qui a fait venir Arnold Schwarzenegger aux États-Unis, qui l'a entraîné, etc., et qui a fait de lui un monsieur univers. Et après, on connaît la carrière d'Arnold Schwarzenegger, bien sûr. Donc, Ben Weider, par contre, il avait une passion, et sa passion, c'était Napoléon. Il était fils, Ben Weider, d'un couple de juifs polonais, qui étaient très pauvres, qui étaient venus donc chercher du travail au Canada. Et comme tout bon Polonais qui se respecte, le père de Ben Weider était aussi un passionné de Napoléon. Ça, c'est vrai, il y a eu toujours un rapport très étroit entre la nation polonaise qui avait beaucoup de gratitude envers Napoléon, qui les avait un peu libérés, on va dire, du joug aussi bien autrichien que russe, prussien, etc. Et le père de Ben Weider, sur son lit de mort, il avait fait jurer à son fils de laver la mémoire de Napoléon qui était constamment souillée par des gens qui mentent à son sujet. Et il lui avait fait promettre donc de réhabiliter Napoléon et surtout de faire jaillir la vérité à son sujet. Alors, Ben Weider, il a voulu respecter d'abord la parole de son père, et puis il s'est pris d'une passion pour le personnage, parce que c'est vrai que lorsqu'on étudie le personnage, on ne peut que l'admirer, on ne peut que l'aimer, et donc c'est d'ailleurs mon cas, je le dis franchement. Moi, ça m'a pris, j'étais tout enfant, je me suis intéressé à Napoléon, je n'avais que 8 ans, et ça ne m'a pas quitté. Et donc, et on a donc c'est le premier soupçon sur l'empoisonnement de Napoléon. C'est un dentiste suédois qui, en 1960, en lisant les mémoires d'ailleurs de Marchand, du valet de chambre, il s'est dit mais c'est pas possible. On nous parle de symptômes qui ressemblent fortement à une intoxication chronique par arsenic. Donc ce dentiste suédois a déjà fait procéder à quelques analyses et on s'est aperçu, alors les analyses ont été faites à partir de cheveux Napoléon. On a plusieurs mèches qui sont parvenues jusqu'à nous, hein, surtout après l'épisode de Sainte-Hélène. On lui avait rasé la tête à Napoléon, et puis chacun de ceux qui étaient auprès de lui était parti avec une ou deux mèches en souvenir, etc. Bon, c'était une coutume usuelle. Et donc ces mèches, elles ont traversé le temps, donc on sait qu'elles ont appartenu à Napoléon, et on peut bien sûr les analyser. Donc, première analyse en 1960, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle nous révèle que les cheveux de Napoléon contenaient de l'arsenic à une dose incroyable. Hein. C'était par rapport à la normale, peut-être 10 fois plus élevé que la normale. Ensuite, il y a eu une analyse qui a été faite en 1995 par le service de toxicologie du FBI à la demande de Ben Weider, qui s'était procuré une mèche de l'empereur. Et donc le FBI, dans son rapport, nous dit que forcément l'individu est mort intoxiqué par de l'arsenic. Mais comme cela ne semblait pas être suffisant, Ben Weider, il a demandé après un grand spécialiste en France, c'est Pascal Kins, il s'appelle ce docteur, qui est vraiment un spécialiste en toxicologie. Et il a fait, Pascal Kins, 3 expertises, en fait 3 analyses. La première en 2001, qui a établi que les cheveux contenaient de l'arsenic à une dose massive. En 2003, il a réussi à établir que l'arsenic avait pénétré au cœur même du cheveu, ce qui signifiait que l'arsenic avait dû être ingéré. Donc tous ceux qui vont raconter les carabistouilles en disant oui, l'arsenic, on en trouvait dans les papiers peints, etc., il suffisait d'être dans une pièce pour le contaminer à l'arsenic, là on a une preuve
donc irréfutable, on nous dit que l'arsenic avait dû être ingéré pour qu'il se retrouve cet arsenic au cœur même du cheveu. Ça, c'est l'analyse de 2003, si je me souviens bien. Et en 2005, on a pu déterminer quel était ce genre d'arsenic. C'était tout simplement de la morora. Donc on sait très bien qu'il a été empoisonné. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Logiquement, à partir du moment où tu vas absorber de la morora, l'effet est assez fatal, assez radical. Non, parce qu'il est distribué en toute petite dose. C'est ce qu'on appelle une intoxication chronique. D'accord. Et ça a été fait sur plusieurs années. À partir de 1817, ça a commencé, on le sait, jusqu'en 1821. Et qui a été à l'origine de ça? C'était un proche de Napoléon qui l'a empoisonné. Ça, c'est pareil, on le sait, c'était le comte de Montholon. Le comte de Montholon qui était l'intendant, qui s'occupait donc de l'intendance à Sainte-Hélène. C'est lui qui avait la clé de la réserve, qui s'occupait des provisions, etc. Et on sait que Napoléon, qui était un amateur de bon vin, mais il buvait avec modération, un verre et demi par jour, pour lui, c'était suffisant. Et il avait un vin qu'il affectionnait particulièrement, c'était le Gevrey-Chambertin, un vin de Bourgogne très réputé. Alors bien sûr, à Sainte-Hélène, impossible de trouver du Gevrey-Chambertin. Mais par contre, en Afrique du Sud, au Cap, on trouvait un vin qui s'appelait le vin de Constance et qui ressemblait pas mal, même de goût, donc Gevrey-Chambertin, puisque c'était un vin qui était fait à partir de cépages de Bourgogne qui avaient été importés en Afrique du Sud. Et on faisait venir, moyennant des sommes assez considérables quand même, quelques tonneaux donc, de ce vin, mais à l'usage exclusif de Napoléon. Or, Montholon, c'était lui qui était chargé de mettre ce vin en bouteille, donc il vidait les tonneaux pour les mettre dans des bouteilles, réservé à Napoléon. Il avait aussi accès à la morora, puisque on sait que Hudson Love, le gouverneur de Sainte-Hélène, transmettait à Montholon de grosses quantités de morora, parce qu'il était infesté de rats là-bas, à Longwood, dans la villa où il résidait. Donc, il avait tout pour pouvoir empoisonner Napoléon. Alors, pourquoi est-ce qu'il a commencé à empoisonner Napoléon? Je pense que d'abord, il ne voulait pas le tuer, Napoléon, du tout. Seulement, il ne supportait plus son séjour à Sainte-Hélène. Et il y avait une consigne à laquelle on ne pouvait pas déroger, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient accompagné l'empereur à Sainte-Hélène devait rester tout le temps de la vie de Napoléon. Il n'avait pas de possibilité de retour, sauf si on leur trouvait un remplaçant. Donc lui, Montholon, il était encore jeune, il ne se voyait pas passer encore X années aux côtés de Napoléon, donc à Sainte-Hélène, où il s'ennuyait fortement, et en plus, sa femme qui l'avait accompagné au début, elle était repartie en 1819, donc il s'est retrouvé tout seul, et pour lui c'était proprement insupportable. Donc qu'est-ce qu'il a fait Montholon? Je pense qu'au départ il a simplement voulu rendre malade Napoléon pour obliger les Anglais à le rapatrier en Europe. C'était pour lui un stratagème pour lui permettre de regagner l'Europe, de quitter ce caillou stérile de Sainte-Hélène. Et il y avait peut-être aussi une petite part de vengeance parce que la femme de Montholon, Albine de Montholon, était devenue la maîtresse de Napoléon. Alors ça avait pu le flatter quelque part, Montholon, que Napoléon choisisse sa femme comme maîtresse. Seulement, de cette, on va dire, de cette union adultère, sont nées deux filles, une en 1816 et une autre en 1818, qui s'appelaient respectivement Napoléon et Joséphine. Et d'ailleurs, la dernière petite qui était née en 1818, Joséphine, d'après la femme du maréchal Bertrand, c'était le portrait craché de Napoléon. Voilà, donc je pense qu'il y avait aussi une petite vengeance personnelle là à l'égard de l'empereur. Et donc, on a aussi des lettres qui ont été retrouvées par un descendant de Montholon,
comment il s'appelait, Candé Montolon, je crois le descendant, enfin peu importe. Toujours est-il que dans ses courriers, même si ce n'est pas très explicite, il écrit à sa femme Montolon et il demande à ce qu'on le pardonne pour ce qu'il est en train de faire. Donc, à mot couvert, il avoue pratiquement son crime. Et on sait également que Antomarchi, ou Antomarchi, je ne sais pas comment on prononce, qui était le médecin de Napoléon au dernier moment, en fait dans les derniers temps à Sainte-Hélène, puisqu'il avait remplacé Dr Omiara qui avait été carrément viré par Hudson Love. Antomarchi était allé voir, après la mort de Napoléon, il était allé voir Montolon à Paris, il lui avait demandé 100 000 francs pour le prix de son silence. Et oui, donc, alors, il y a aussi l'autopsie qui a été réalisée le lendemain de la mort de Napoléon. Et à ce sujet, d'ailleurs, on a un témoignage écrit du major, comment il s'appelait déjà? C'était le major Gideon Gorecker, qui était l'aide de camp d'Hudson Love. Et voilà ce qu'il nous dit, ce major. Et c'est un témoignage, donc, qu'on ne peut pas contester. Hein. Il nous dit tout simplement Hudson Love attaqua les docteurs Short et Arnott, mais parce qu'il y avait 4 docteurs médecins britanniques qui assistaient dans Antomarchi pour l'autopsie. Alors, donc Hudson Love attaqua les docteurs Short et Arnott pour qu'ils modifient le rapport d'autopsie. Après beaucoup de bruit et de rage, il obtint satisfaction et tous les médecins concernés acceptèrent de falsifier le procès-verbal. Donc, ce sont des faits qu'on ne peut pas discuter, ils sont là. Le cancer à l'estomac, c'est une vaste fumisterie. Napoléon est mort empoisonné. Voilà, on le sait. Avec la complicité, bien sûr, des Britanniques, et ben, il faut savoir que Napoléon l'a coûté aussi très cher. Parce qu'il y avait un régiment sur l'île de Sainte-Hélène, et il y avait aussi toute une escadre qui était chargée donc de tourner autour de l'île pour éviter l'approche de tout navire qui aurait pu servir à faire évader Napoléon, naturellement. Quand il a été capturé, ça n'aurait pas été plus simple de l'exécuter, Napoléon? Ah, mais il ne pouvait pas de toute façon l'exécuter comme ça. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu bien des têtes couronnées qui ont été coupées à cette époque, donc on n'était pas un empereur près. Il faut savoir qu'au départ, Napoléon s'est rendu à la flotte anglaise, il s'est constitué pas prisonnier, il voulait simplement, il avait abdiqué, donc après la deuxième abdication, il n'était plus rien. Donc d'abord, son premier, on va dire, souhait, ça aurait été de partir aux États-Unis. Il comptait mener la vie d'un scientifique, d'ailleurs, aux États-Unis. Il avait des projets en géographie, en sciences naturelles, parce que Napoléon, c'était un génie. Il était capable de s'intéresser à tout. Et je suis sûr que s'il avait été aux États-Unis, il aurait même fait progresser la science sur le territoire américain. Il aurait fait des découvertes, sans doute, etc., sur la faune, la flore, etc., je ne sais. Donc, c'était un scientifique dans l'âme, Napoléon. Et comme on l'empêchait de partir aux États-Unis, puisqu'il y avait la flotte anglaise qui faisait le blocus sur les côtes françaises, il s'est dit, bon, mais tant pis, je vais me rendre aux Anglais et je vais demander être reçu, mais comme un hôte. Hein. Lui, dans son esprit, tout ce qu'il demandait, c'est juste tranquillement, qu'on lui permette de vivre. Il demandait l'hospitalité carrément aux Anglais qui avaient été ses plus farouches ennemis. Et donc, c'est ce qui était prévu au départ. Il avait été très bien accueilli sur le premier navire. Et puis après, on l'a placé sur un autre navire. Et départ sur ce caillou désertique de Sainte-Hélène, voilà. Et ça a été une trahison, première trahison donc du gouvernement britannique. Et même, je peux dire que la population anglaise s'en est vraiment offusquée de cette trahison. Et il faut savoir également que l'opinion publique était, l'opinion publique anglaise, hein, je m'entends, hein, l'opinion publique anglaise était toute acquise à cause de Napoléon. Elle voyait Napoléon comme un chef de guerre extraordinaire, quelqu'un qui avait énormément d'honneur, et ils respectaient énormément Napoléon. Et quand ils ont vu comment il avait été traité par leurs dirigeants,
pour eux, c'était quelque chose d'infamant, tout simplement. Et donc, une fois passé sur l'île de Sainte-Hélène, comme je l'ai expliqué, ça coûtait extrêmement cher au gouvernement britannique. Parce qu'entretenir là-bas tout un régiment, plus une escadre, ça coûtait une fortune. Sans parler du fait que les monarchies d'Europe, et en particulier, bien sûr, je pense à la monarchie française, puisque Louis XVIII était en place à l'époque. Louis XVIII, il a régné de 1815 jusqu'à 1824, si je me souviens bien, lors de la deuxième restauration. Louis XVIII, il n'avait qu'une seule peur, c'est que Napoléon revienne encore, il lui fasse le coup qu'il avait fait en 1815, pendant les 100 jours, où il avait dû prendre la fuite, etc., parce que le peuple de France voulait être dirigé par Napoléon. Ils étaient vraiment très malheureux de se retrouver encore avec le roi de France, avec Louis XVIII. Surtout, il faut voir la réaction qu'il y avait eu sous Louis XVIII, après aussi sous Charles X, etc. On a voulu faire payer à tous ceux qui ont soutenu Napoléon aussi, on a voulu leur faire payer donc leur soutien à l'empereur, et c'était du solde, etc. Enfin bon, il y a eu beaucoup de soldats qui ont été licenciés, qui ont vécu dans la misère, etc. Donc voilà. Et puis il faut voir les répressions qu'il y a eu aussi. Je me souviens d'une anecdote à ce sujet. C'était lors de la première ou la deuxième restauration, je ne sais plus très bien. Enfin, c'était au tout début de ces deux restaurations. Il y avait une femme de couleur, je crois que c'était dans le port de Marseille, qui avait été tabassée et éventrée à coups de couteau par des royalistes qui l'avaient jetée après à l'eau. Hein. Et ses dernières paroles, elle a trouvé qu'à la force de sortir la tête hors de l'eau pour crier « Vive l'empereur ». Voilà, donc c'est la répression qu'il y a eu lors de la Restauration, c'était quelque chose. Donc le peuple français ne pouvait pas aimer ce roi que les monarchies européennes leur imposaient de nouveau. Hein. Eux, ils avaient choisi Napoléon. Napoléon, en plus, il avait été fait empereur, mais suite à un référendum, il y a eu plus de 90% de la population interrogée sur si vous voulez que Napoléon devienne ou pas empereur, et à une très très grande majorité, le peuple français avait dit oui, nous voulons un empereur et nous voulons que ce soit Napoléon. Il était aimé du peuple français, on ne peut pas s'imaginer. D'ailleurs, tous les soldats auraient donné leur vie pour Napoléon, c'est sûr. Voilà, donc ce grand homme, après, qu'on a assassiné. Mais il avait dit aussi Napoléon, parce qu'il savait de toute façon le sort qui lui était réservé, il avait deviné. Il avait dit d'ailleurs à un moment donné, merci messieurs les Anglais, parce que grâce à vous, on se souviendra toujours de moi, ma gloire sera immortelle, parce que vous faites de moi un martyr. Voilà. En gros, c'est ce qu'il avait dit, Napoléon. Et par contre, ce qui vraiment m'agace profondément, c'est que toujours à l'heure actuelle, on dit qu'il est mort d'un cancer de l'estomac, alors que comme je viens de l'établir, et ça, n'importe qui peut trouver les informations, même sur Internet, hein, il y a des articles à ce sujet, etc. Napoléon, officiellement, en fait, il est mort empoisonné, voilà. Non, officiellement, il est mort d'un cancer de l'estomac. Oui, pardon. Oui, officiellement, il est mort d'un cancer de l'estomac, mais la vérité historique, nous dit en fait qu'il est mort empoisonné. Alors, qui aujourd'hui a intérêt à cacher l'assassinat de Napoléon? Mais ce sont, comme je disais au début, hein, ce sont les anglo-saxons qui sont les grands vainqueurs hein, des campagnes napoléoniennes. À la fin, ils ont gagné à Waterloo. Hein, même si c'est grâce aux Prussiens qu'ils ont gagné à Waterloo, ben, mais voilà, c'est comme ça. Donc, étant donné qu'ils ont gagné, ce sont eux qui écrivent l'histoire. Ce sont les vainqueurs toujours qui écrivent l'histoire. Mais moi, ce qui m'agace, c'est de voir que, bon, à la limite, qu'en Angleterre, on invente l'histoire, pourquoi pas, mais qu'on nous impose cette histoire fausse en France, et c'est ce qui est le cas. C'est ça, c'est pour ça que je te pose cette question. C'est qui, aujourd'hui, en France, a intérêt à ce que la vérité ne soit pas faite sur la véritable mort de Napoléon? Parce que, honnêtement,
je suis persuadé qu'aujourd'hui les Anglais mais s'en foutent royalement de savoir qu'il y a 200 ans, c'est eux qui ont empoisonné, ou c'est leur gouvernement qui a empoisonné ou pas, tu vois, l'empereur. De la même façon que les Français se foutent de faits qui se sont passés il y a 200, 300 ans. Donc aujourd'hui, je vois pas l'intérêt. L'intérêt vraiment, à part le fait de garder l'honneur des Anglais, après je vois pas ce que ça changerait. Aujourd'hui, naturellement, mais c'est simplement l'image qu'ils veulent donner. Une fausse image que les anglo-saxons veulent donner d'eux. Alors, quand je dis les anglo-saxons, c'est pas le peuple, bien sûr. Hein. Le peuple, il subit ses dirigeants comme nous subissons les nôtres. Hein. C'est toujours pareil. Mais disons qu'il existe une oligarchie dans ce monde qui décide de tel mode de pensée unique. C'est un mode de pensée unique. Mmh. Oui, mais et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que il y a un petit groupe dans le monde, bon, ils sont peut-être anglo-saxons, mais c'est peut-être encore autre chose, hein, qui vont décider de l'histoire officielle de l'humanité, mais de tous les pays. Tout à fait, ah, mais tout à fait. C'est comme, je vais prendre un autre exemple. On essaie toujours de nous culpabiliser, nous Français, en disant que bon, on a été des esclavagistes, on a été des colonisateurs, etc. Alors, bien sûr, il y a eu la colonisation, ça on ne peut pas le nier. Il y avait encore de l'esclavage sous Louis XIV, ça on ne peut pas le nier non plus. Mais si on regarde bien dans l'histoire, quels ont été les plus grands esclavagistes au monde? Ce sont les anglo-saxons. Ce sont les anglo-saxons. Du reste, quand Napoléon est arrivé à Sainte-Hélène, il y avait un vieil esclave noir qui était complètement épuisé sous les ordres des Anglais. Et Napoléon, il a voulu racheter la liberté de cet esclave noir. Il a proposé donc aux anglo-saxons de payer pour que ce pauvre noir puisse retrouver la liberté. Ils ont refusé. Ils préféraient le voir mourir dans les chaînes que voilà. Hein, c'était ça. Si on regarde aussi la guerre d'indépendance aux États-Unis, les troupes anglaises ont engagé de force des hommes de couleur pour les enrôler donc sous l'uniforme britannique et pour bien sûr aller combattre les Américains qui cherchaient à obtenir leur indépendance. On leur avait promis ce qui était à l'origine des esclaves noirs, on leur avait promis après qu'ils seraient affranchis, qu'ils seraient libres. Pas du tout. Après la guerre de l'indépendance, ce qu'il faut savoir, c'est que les anglo-saxons, non seulement ils n'ont pas tenu leur parole, mais ils ont fait encore de l'argent sur le dos de ces pauvres esclaves noirs en allant les vendre en Inde. Voilà, c'est ça, c'est le raisonnement des gouvernants anglo-saxons. Hein, ils fonctionnent comme ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'ils réécrivent l'histoire à leur sauce, ces gens-là. Alors je parle toujours bien sûr des dirigeants, hein, et puis peut-être d'autres personnes qui tirent les ficelles derrière. Hein. Mais le peuple britannique, pour moi, c'est une victime comme nous pouvons être victimes nous-mêmes. Voilà. Les peuples, eux, n'ont rien à se reprocher. C'est toujours pareil. Ce sont les dirigeants qui prennent des décisions iniques. Voilà. C'est comme ça. Mais ça dure depuis des siècles. Eh bien, écoute, si notre nouvelle ministre de la Culture veut rétablir la vérité, on l'y invite. Moi, ça, je crois pas trop, là. À ne plus être le laquais de la Grande-Bretagne. Hein. En plus, ils ont fait le Brexit, donc rétablissons la vérité. Voilà, rétablissons la vérité. Mais quand je vois des émissions à la télévision, bon, je ne citerai pas le nom, mais c'est toujours le même que l'on voit, pratiquement. Hein. Il faut toujours qu'ils sortent une bêtise sur Napoléon, ou qu'ils le fassent passer pour un dictateur, ou je ne sais quoi. Hein, et puis on sait qu'il a fait rentrer aussi dans son groupe un Britannique qui déteste Napoléon lui aussi. Voilà. Mais quand on voit que les gens qui s'intéressent
à Napoléon, bon, il y a des passionnés comme moi, etc. Et il y a aussi des gens qui monopolisent l'histoire napoléonienne. Et ce qui est grave, à mon sens, c'est que ces gens-là suivent le mode de pensée unique anglo-saxon. Et ça, je trouve ça navrant, complètement navrant. Voilà. Alors maintenant, on peut peut-être passer à Napoléon et le surnaturel. Donc il y a bien un pan surnaturel et méconnu chez l'empereur. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et donc ça commence avec sa naissance, comme je le disais, qui a été marquée par une comète, hein, qui passait quelques jours dans le ciel avant sa naissance. Et il y a aussi ce rêve qu'avait fait le grand Frédéric II, qui était roi de Prusse. Frédéric II, il se réveille au matin du 15 août 1769. Il a eu une nuit pour le moins agitée. Il a fait un rêve très très étrange. Alors, il a appelé, donc on va dire, son astrologue, oui, on va l'appeler comme ça, l'astrologue de la cour officielle pour lui parler euh, de ce rêve très très bizarre et pour qu'il essaye de lui expliquer les raisons de ce rêve. Dans le rêve en question, je vais en parler un peu. Donc, le grand Frédéric II de Prusse, il a vu une étoile qui représentait en fait la Prusse. Étoile magnifique qui s'est levée haut dans le ciel, etc. Et il a vu une deuxième étoile qui arrivait par-dessus son étoile, donc beaucoup plus grosse, qui a semblé d'ailleurs cacher l'étoile de la Prusse. Il y a eu une espèce aussi de lutte entre les deux étoiles, et au point que l'étoile qui était venue par-dessus a fini par avoir raison de l'étoile de la Prusse qui tombait à terre. Alors, pour Frédéric II, c'était quelque chose d'affreux, ce qu'il avait vu en rêve. Et donc son astrologue lui a dit, eh écoutez, moi je pense qu'un grand chef de guerre est né aujourd'hui, effectivement, le 15 août 1769 était né Napoléon. Et on sait que Napoléon a infligé des défaites cuisantes à la Prusse, donc en 1806, avec Iéna, avec Auerstadt, voilà, c'était une campagne fulgurante. Donc déjà, on a ce rêve prémonitoire quelque part, qui annonce la venue sur Terre d'un grand homme de guerre, hein, qui était Napoléon, bien qu'il faut savoir que Napoléon il a préféré s'occuper d'autre chose que de faire la guerre, malgré le fait qu'il était l'un des plus grands génies militaires de cette terre, pour ne pas dire le plus grand. C'est vrai qu'il aurait préféré s'attacher à des tâches civiles et faire de notre France un pays prospère, moderne, tout ce que l'on veut. Mais déjà, il a fait énormément de choses pour la France. On lui doit la plupart de nos institutions. Enfin, c'est incroyable déjà tout ce qu'il a fait pour la France. Mais donc, on a ce rêve prémonitoire et on a aussi des prophéties qui annonçaient Napoléon. Alors, on a bien sûr les fameuses centuries de Nostradamus, mais bon, Nostradamus, les centuries, là, on peut leur faire dire un peu ce que l'on veut, hein, surtout a posteriori. Alors, c'est vrai, il y a quand même quelques centuries, là, si je vais en lire une ou deux, hein, mettons, qui sont quand même assez significatives, on va dire. Alors, voilà ce que nous dit Nostradamus. Un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher, de la cité marine et tributaire, la tête rase prendra la satrapie, oui, etc., etc. Bon, mais c'est pas très très clair. Par contre, ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il y a d'autres prophéties qui ont été écrites 8 ans avant celle de Nostradamus, par un médecin astrologue également, qui s'appelait Olivarius. Alors, Olivarius, c'est un personnage. Je ne sais pas si tu en as entendu parler d'Olivarius. Oui, en fait, il y aurait des histoires comme quoi, finalement, Nostradamus n'a rien inventé et qu'il aurait il aurait pompé toutes ses centuries sur Olivarius. Bon, déjà. Mais c'est vrai que Olivarius était avant Nostradamus, hein, puisqu'on a un livre de prophétie d'Olivarius qui date de 1542, je crois. Donc, c'est 8 ans avant Nostradamus. Et ce livre, donc, de prophétie, il a été retrouvé pendant la Révolution française.
C'était lors des pillages qui s'étaient déroulés des bibliothèques royales et également des monastères, les livres avaient été rassemblés dans une grande salle à Paris. Et c'est François de Metz qui est en train de trier tous ces ouvrages et qui tombe donc sur un livre de prophétie composé par Philippe Noël Olivarius, docteur en médecine, chirurgien et astrologue. Il le feuillette, le livre, et puis il sent d'instinct qu'il y a des choses très importantes dedans, bien qu'il ne comprenne pas vraiment le sens. Et pour cause, parce qu'il y a beaucoup de faits dans le futur qui sont annoncés dans ce livre et qu'il ne peut pas saisir naturellement. Alors, ce qu'il fait, dans un premier temps, François de Metz, il fait réaliser des copies de cet ouvrage et il garde l'original pour lui. Mais l'original va tomber à un moment donné entre les mains de Napoléon. On le sait, et je crois que c'est en 1804 qu'il va avoir ce livre entre les mains. Il va le lire, et puis après, il le donnera à Joséphine en lui disant « Tiens, il paraît qu'on y parle de moi ». Et après, j'ai un peu retracé le parcours, parce que je sais que ce livre, après, est tombé entre les mains de Mademoiselle Lenormand. Parce que Joséphine avait certainement consulté aussi Mademoiselle Lenormand, donc oui, c'est même un fait historique. Elle a consulté Mademoiselle Lenormand. Et Mademoiselle Lenormand, qui était une grande civile, on va dire, une grande voyante, donc... Qui était quand même la grande copine de Joséphine et que Napoléon a fait incarcérer en 1803. Tout à fait, absolument, tout à fait. Et donc, elle avait en sa possession cet ouvrage, on le sait. Et par contre, après, on perd la trace du livre. Parce que lors du lycée Moselle Normand, elle avait une bibliothèque d'ailleurs extraordinaire, Moselle Normand. Elle avait des ouvrages d'une rareté incroyable. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces livres? Là, c'est le grand mystère. Après, on perd la trace. Et donc, là, il y a un passage dans les prophéties qui est heureusement parvenu jusqu'à nous. Alors, je vais en lire quelques extraits et on va de suite comprendre que là c'est clair et net, ce qu'il disait Olivarius. Alors, je commence à lire. La Gaule itale verra naître non loin de son sein un être surnaturel. Cet homme sortira tout seul de la mer, viendra prendre langue et mœurs chez les Celtes gaulois. Donc, venant de la mer, donc c'est Napoléon qui vient de Corse et qui va suivre un enseignement, bien sûr, en France. Alors, s'ouvrira encore jeune à travers 1000 obstacles chez les soldats un chemin et deviendra leur premier chef. Ce chemin sinueux lui baillera force, peine, s'en viendra guiroyer près de son natal pays par un lustre et plus. Là, on parle de la campagne d'Italie, bien sûr. Outre-mer sera un guiroyant avec grande gloire et valeur. Là, on parle de la campagne d'Égypte. Et guerroie de nouveau le monde romain, donnera loi aux Germains, pacifiera troubles et terreurs aux Gaulois celtes, mais là c'est le code civil, et sera ainsi nommé non roi mais impérator, par grand enthousiasme populaire. Batailleur partout dans l'Empire, il déchassera prince, seigneur, roi par 2 lustres et plus. Alors un lustre, il faut savoir, ça représente 5 ans. Sera vu avec une armée forte de 49 fois 20 000 hommes, piétons armés qui porteront armes à cornets de fer, portera d'extrêmement un aigle, signe de la victoire guerroyée. Alors bien sûr, l'aigle, c'était le symbole des armées napoléoniennes. Alors bon, je ne vais pas tout lire, mais il y a quand même un autre passage qui est très très intéressant. S'en ira guerroyant jusqu'où se croisent les lignes longitude et latitude. Là, ses ennemis brûleront la grande ville. Là, on parle de Moscou. Effectivement, Moscou a été incendié sur ordre de Rostopchine. Rostopchine, c'était le gouverneur de Moscou. Qui voulait que la ville soit entièrement détruite plutôt que de tomber entre les mains des Français. D'ailleurs, il avait fait évacuer toutes les pompes à incendie. Alors lui y entrera et sortira avec les siens de dessous les cendres et les ruines. Les siens n'ayant plus ni pain ni eau, par grande froidure, seront si mal que les 2 tiers de son armée périront. Donc là, on nous parle de la retraite de Russie. En fait, tout y est, tout y est. Là, c'est clair et net. Les prophéties d'Olivarius, c'est quelque chose de tout à fait ahurissant, parce qu'il a fait un résumé de la vie de Napoléon, on ne pouvait pas faire mieux. Jusqu'à cette colère, il parle de tout.
Mais quand on lit Olivarius, autant Nostradamus, bon, on peut lui faire raconter un peu tout ce qu'on veut, hein, tout ce dont on a envie, mais Olivarius, c'est ahurissant de précision. Et d'ailleurs, j'avais trouvé un autre passage, mais après qui se trouvait, je crois, sous... oh, je ne sais pas si c'était sous Louis XVIII, je ne sais plus, ou Louis-Philippe même, je ne sais plus. Un autre passage qui était venu à notre connaissance. Là, c'est pareil, c'était d'une précision, il a annoncé une révolution, les Trois Glorieuses, etc. Enfin bon, c'est d'une précision, mais redoutable, Olivarius. Alors c'est dommage que ce livre, à part quelques extraits qui soient parvenus jusqu'à nous, ait disparu, parce que franchement, il nous apprendrait peut-être des choses sur notre futur. C'est un truc incroyable, tout à fait incroyable. Voilà, donc pour les prophéties, enfin les prophéties, il y en a eu d'autres, bien sûr, puisque Marie-Antoinette, elle avait eu aussi, je crois que c'était en Martinique, oui, une femme qui lui avait annoncé qu'elle serait plus que reine, donc forcément impératrice. Elle avait consulté aussi un bohémien, Joséphine, qui lui avait annoncé. Alors là, le témoignage, enfin le témoignage, la prophétie de ce bohémien, elle est très intéressante parce que non seulement il avait fait un très court résumé de la vie de Napoléon et de Joséphine, mais il avait parlé aussi du poison, le poison qui allait tuer Napoléon. Donc là, ce bohémien, il avait une connaissance du futur assez ahurissante lui aussi, hein. Et il y a aussi, pendant la campagne d'Égypte, on sait que Napoléon, bon, c'était au Caire, il marchait dans la rue avec quelques officiers de son état-major, et une vieille femme a voulu lui tirer un horoscope à partir de petits coquillages de couleurs, enfin bon. Donc elle a arrêté dans la rue, elle lui a pris la main, elle lui a dit écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire, et elle lui a révélé son avenir, naturellement. Elle lui a dit notamment qu'il aurait deux femmes, et qu'il aurait bien tort de répudier la première, c'est-à-dire Joséphine, qu'il aurait aussi un fils, et puis elle lui a annoncé, bien sûr, la chute, sans parler vraiment de Waterloo, bien sûr, mais enfin, elle lui a donné des détails, grandeur et décadence, qui l'attendaient, si tu veux. Donc, on a déjà tout un tas de prophéties qui annoncent le grand homme, et Napoléon qui en a connaissance en plus. Il en a connaissance. Alors, est-ce que ça l'a influé? Est-ce que ça a joué également sur les décisions qu'il a pu prendre après, plus tard? Moi, je pense que, étant donné qu'il connaissait son avenir, parce que là, c'est sûr et certain, après avoir lu Olivarius, après, bon, toutes les prophéties dont on l'avait gratifié, je pense qu'il savait déjà qu'à Waterloo, les carottes étaient cuites, quoi, que le sort était jeté et qu'il ne pouvait rien faire de plus. Que de toute façon, quand on voit la bataille de Waterloo, comment elle s'est déroulée, alors qu'on avait tous les atouts pour gagner à Waterloo, on avait tout. On ne comprend pas, le sort s'est acharné, mais alors ça a été entre le temps qui avait fait en sorte, le mauvais temps, qu'on ne puisse pas mettre en batterie les canons avant 3 ou 4 heures. Entre aussi les trahisons qu'il y avait eu. En fait, il y avait des officiers royalistes qui étaient cachés dans les officiers de Napoléon, qui étaient allés prévenir notamment les Anglais de l'arrivée de la garde impériale, par exemple. Ils attendaient, ils ont tiré comme des lapins. Il y a eu, mais alors, ça a été quelque chose d'incroyable. Quand on voit aussi Grouchy, on lui signale qu'on entend le bruit du canon à Waterloo, et Grouchy, il ne bouge pas, il continue à manger ses fraises, alors qu'à côté de lui, le général Gérard, lui dit, mais il faut marcher au son du canon, il faut aller épauler Napoléon. Il dit, non, moi j'ai mes ordres, je ne bouge pas. Enfin, il y a au moins une centaine de faits comme ça qui viennent se greffer pour faire en sorte que l'on perde à Waterloo. C'est comme si l'histoire était écrite d'avance, et tout s'y léguait pour que l'on perde à Waterloo. De l'expression par rapport à Grouchy de sucrer ses fraises, non? C'est exactement ça, ouais. Mais Grouchy, c'était un bon soldat, c'était un bon cavalier, tout ce que l'on veut, mais il n'était pas capable de commander un corps d'armée, il ne fallait pas en faire un maréchal. Ça, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça. Il faut dire qu'il n'avait pas trop le choix quand il est rentré, Napoléon.
il y avait déjà pas mal de défections, il a dû prendre ce qu'il avait sous la main. Hein. Ben, Meunier, c'est pareil quand on voit ce qu'a fait Ney à Waterloo. Il entraîne toute la cavalerie. On n'a jamais vu ça. Même la cavalerie de la garde, qui normalement domestique à Napoléon, a suivi Ney. Pourquoi la cavalerie de la garde a suivi Ney dans cette charge héroïque, certes, mais qui était destinée à échouer, elle n'avait pas de soutien d'infanterie. On sait très bien qu'une cavalerie qui charge sans soutien de l'infanterie, elle va au casse-pipe, forcément. Hein, donc, mais la bataille de Waterloo, je l'ai refaite peut-être 100 fois dans ma tête et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, sauf si on se dit, ben voilà, le sort a fait que. Et le mauvais temps il était dû à un volcan qui avait fait une éruption en Indonésie. Mais c'est inimaginable tout ce qui est rentré en jeu à Waterloo. Inimaginable. Alors qu'on avait toutes les cartes en main, on aurait dû gagner sans problème, mais non, voilà, on a perdu. Ça aurait changé la face du monde pour toi si Napoléon avait gagné Waterloo? Ah, complètement. D'abord, on ne vivrait pas dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ah, ça c'est clair. Parce qu'en même temps, ça a été la victoire de la haute finance déjà à l'époque. Hein. On ne peut pas s'imaginer les conséquences dramatiques de Waterloo. On ne peut pas s'imaginer. Parce que si Napoléon avait gagné, bon, attention, c'est vrai que l'Europe aurait continué à se liguer, même s'il avait battu les Prussiens et les Anglo-Saxons. Bon, ben après les Autrichiens arrivaient, après les Prussiens, après les Russes, etc. Donc ça n'aurait pas été facile. Mais il est certain que si Napoléon avait pu rester maître de la France, notre pays aurait été sans doute la plus grande nation de ce monde, hein, ça c'est clair, et avec des principes loin, très très loin de l'idéologie anglo-saxonne. Hein. C'est clair qu'on aurait eu un autre modèle, et pour moi, ça aurait été quelque chose, à mon sens, hein, bien sûr, on aurait été bien plus heureux en fait, hein, sous un modèle purement français, purement napoléonien, voilà. On n'aurait pas eu les Beatles ni les Pink Floyd, donc je ne sais pas si ça en valait vraiment le coup. Oui, mais on aurait eu autre chose. Et peut-être pour la vie du commun des mortels, ça aurait été quand même plus agréable. Parce que c'est vrai que bon, le système anglo-saxon, il faut bien voir, c'est quand même la finance, c'est la productivité, c'est un peu l'asservissement de l'homme, hein, quelque part. Hein. C'est vrai que bon, ben voilà, il faut faire du profit, il faut produire, il faut gagner, il faut voilà. Alors que le modèle français, ben c'est autre chose. C'est bon, mais bon, enfin, mais pour moi, c'est sûr que j'estime que les conséquences de Waterloo ont été catastrophiques pour nous Français. Hein, en tout cas, c'est sûr. Ah, c'est sûr, oui. Alors, est-ce que Napoléon s'est entouré, comme a pu le faire un certain nombre de grands de ce monde, de grands mages ou de grands, tu sais, comme Raspoutine, comme... Non, du tout, du tout. De toute façon, Napoléon ne s'est jamais laissé dicter sa conduite par qui que ce soit. Parce que Napoléon, d'abord, il croyait à son étoile. Une étoile qu'il était le seul à voir. Ça, il faut en parler aussi de cette fameuse étoile. C'était Rapp, son aide de camp, le général Rapp. Dans ses mémoires, il parle de deux événements qui se sont produits, dont il a été lui-même le témoin. À un moment donné, je crois que c'était en 1806, oui c'est ça, Napoléon l'appelle et il lui montre le ciel par la fenêtre, il lui dit vous voyez l'étoile qui trône en haut dans le ciel, et il se trouvait que ce jour-là, le ciel, d'abord il faisait nuit, ensuite le ciel était très nuageux, on ne voyait rien du tout. Alors le général Rapp lui dit mais non majesté, je suis désolé, je ne vois rien du tout. Mais c'est normal parce que c'est mon étoile qui brille en haut et je suis le seul à pouvoir la voir. Voilà. Et une autre fois, c'était bien plus tard, c'était le cardinal Fesch, ben son oncle Napoléon, qui lui faisait des remontrances sur ce qui se passait en Espagne. Napoléon l'a amené pareil, jusqu'à une fenêtre, il lui a dit, vous voyez cette étoile en haut? Et bien, tant que je la verrai, je ne souffrirai aucune remontrance et j'irai mon chemin comme je dois le faire. Et voilà. Donc, il croyait vraiment, mais alors,
fermement son étoile, quelque chose que lui seul était capable de voir. Et d'ailleurs, la Légion d'honneur devait s'appeler au départ l'Ordre de l'Étoile, hein, et pas la Légion d'honneur. C'est après qu'il a changé, mais au départ, il pensait tellement à son étoile et il comptait l'appeler l'Ordre de l'Étoile au lieu de l'Ordre de la Légion d'honneur. Voilà. Pour la petite histoire. Donc, on a parlé de l'étoile, on a parlé des prophéties, etc. Alors, par contre, il y a un petit personnage très intéressant dont il faut dire quelques mots. Alors, c'est le petit homme rouge des Tuileries. Le premier à en avoir parlé, c'était Balzac. Balzac, qui dans un de ses romans faisait parler un ancien grognard qui parlait du petit homme rouge des Tuileries. Alors, on pourrait croire que c'est un personnage complètement imaginaire, du fiction, mais non, quand on fait des recherches, on s'aperçoit effectivement qu'il y a eu un petit homme rouge. Et ce petit homme rouge, la première apparition qu'il a faite, ce petit homme rouge, c'était au mois de mai 1799. Là, Napoléon était encore que le général Bonaparte, et il faisait le siège de Saint-Jean d'Acre. Et un soir, c'était peut-être 3 jours, ou peut-être même la veille du départ, parce que il venait d'épuiser déjà toutes ses réserves en munitions, presque aussi en nourriture. Napoléon n'avait plus les moyens de continuer ce siège de Saint-Jean d'Acre, donc il était sur le point de préparer le départ de ses troupes. Et donc un de ces soirs-là, un petit homme rouge apparaît subitement devant la tente de Napoléon. Et la sentinelle, d'ailleurs, qui était devant la tente de Napoléon, il a été tellement surpris de le voir parce qu'il est apparu comme par enchantement. D'ailleurs, il a juste eu le temps de lui barrer le chemin avec sa baïonnette et puis de dire un juron. Je pense qu'il a dû dire merde ou je ne sais quoi, bon, tellement qu'il a été surpris par cette apparition. En entendant le bruit qu'il y avait à l'extérieur, Napoléon il est sorti. Bon, je n'appelle Napoléon, mais bien sûr, pour respecter l'histoire, il faudrait dire le général Bonaparte. Mais bon, on va dire Napoléon, c'est plus simple. Donc Napoléon, il sort de sa tente et il fait rentrer le petit homme rouge. Et ce petit homme rouge était un homme vraiment d'une toute petite taille, habillé de rouge, il avait un turban sur la tête, il avait le teint du visage très foncé, mais une barbe blanche, qui ressortait d'ailleurs davantage vu le teint de son visage. Il est resté dans la tente de Napoléon, le petit homme rouge, à peu près une demi-heure. Et après, il est ressorti. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, on ne sait pas. Après, on est allé imaginer, est-ce qu'il lui a parlé aussi de son avenir, on ne sait pas. Ce petit homme rouge, il aurait revu après à Marengo, il aurait revu aux Tuileries, il le voyait pour les grandes occasions. Et chaque fois qu'il apparaissait, ce petit homme rouge, alors bon, après les gardes qui étaient, les soldats qui étaient de garde devant la tente de Napoléon ou aux Tuileries, ils commençaient maintenant à le connaître, ils lui présentaient même les armes. Donc ils se disaient, c'est un personnage important, il est reçu par Napoléon, donc bon, forcément il faut lui présenter. Ah oui, alors, oui, ça c'est pas tout à fait ça, oui. Et l'image que tu montres à l'écran, là, c'est oui. Donc, ce petit homme rouge, il est apparu pendant les grands moments de la vie de Napoléon. Et on pense même d'ailleurs qu'il résidait après dans les combles, aux Tuileries. Mais enfin bon, on ne savait pas vraiment où est-ce qu'il allait après ses visites. D'ailleurs, plusieurs soldats qui étaient curieux, qui se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là? Ils ont essayé de le suivre, que ce soit dans les campements, que ce soit aux Tuileries, et à tous les coups, il arrivait à leur fausser compagnie. Il disparaissait comme par enchantement. Au point qu'on le considérait un peu comme une sorte de démon familier, de je ne sais quoi, d'être surnaturel qui faisait des apparitions de ce type. Et il n'a pas été aussi le seul être surnaturel à avoir côtoyé Napoléon, puisqu'on a eu aussi l'homme noir de Fontainebleau. Alors l'homme noir de Fontainebleau, alors lui c'est un personnage aussi plus qu'énigmatique, fantomatique on va dire. Il était apparu une première fois à Henri IV, donc ça remonte déjà à un certain temps. Et donc, un jour, je crois que c'était en 1809, il s'est présenté à une habitante de Fontainebleau et il lui a dit « il faut que vous alliez livrer un message à Napoléon ». La brave femme, elle y est allée.
Alors, on ne sait pas, pareil, on ne sait pas exactement quelle était la teneur de ce message, mais on pense qu'elle annonçait un peu aussi l'avenir à Napoléon et également le sort qui attendait Berthier, le maréchal Berthier, qui est mort tragiquement aussi la veille de Waterloo, hein, alors qu'il il aurait souhaité sans doute rejoindre l'empereur, mais bon, il avait décidé finalement de rester là où il était, et il est mort, il a été projeté d'eau d'un balcon. Je dis bien projeté parce qu'on pense effectivement qu'il a été assassiné. Il y a on a aperçu des ombres derrière lui qui l'auraient jeté par-dessus le balcon, donc il est mort tragiquement. Et c'est effectivement ce dont aurait parlé l'homme noir de Fontainebleau. Et l'homme noir de Fontainebleau, il aurait fait une deuxième apparition lors des fameux adieux de Fontainebleau. Donc en 1814, lorsque Napoléon a réuni ses grenadiers là, la garde impériale pour faire ses adieux, etc. Il s'est mis à traverser la cour, cet homme noir des Tuileries, à la grande surprise des soldats qui étaient là, et puis il a disparu comme un fantôme. Voilà. Ça, c'était aussi un être très très énigmatique. Alors, il y a aussi un autre personnage qui a gravité, enfin qui n'a pas vraiment gravité, mais qui est apparu, on va dire, sur le chemin de l'empereur, bien qu'il n'ait pas été directement en contact avec Napoléon, mais il était en contact par contre, ce personnage, avec l'un de ses généraux. Et ce personnage, c'était une dame blanche, la dame blanche du château de Bayreuth. Alors là, nous sommes c'est pareil, en 1809, on est à la veille de la bataille d'Essling. Essling, ça s'est passé au mois de mai, fin mai 1809. Et on a le général d'Espagne, ce général qui était un cuirassier, qui commandait donc des régiments de cuirassiers, qui était un cavalier hors pair, c'était vraiment un soldat extraordinaire. Donc il s'arrête un soir au château de Bayreuth pour y passer la nuit. Et dans la nuit, on entend un vacarme épouvantable venant de la chambre de ce général, au point que ces hommes, ils enfoncent la porte même parce qu'ils pensent qu'il est victime d'un attentat. Et ils retrouvent leur général, donc en petite tenue, hein, il s'était couché, il s'était mis au lit, complètement assommé sur le sol, avec le lit qui le recouvrait, le lit qui s'était retourné sur lui. Et donc on le remet en forme, on va dire, le général. Il sort de sa torpeur, il y a un médecin qui vient à son chevet, qui lui fait une saignée, qui en même temps lui administre un petit calmant. Et il se met à parler, le général, de ce qui s'est passé. Il explique qu'il y a une sorte de figure fantomatique qui est apparue dans sa chambre, qui a essayé de l'étrangler, qui lui-même s'est défendu, il y a eu une lutte épouvantable, et il a fini par succomber sous cette apparition. Les serviteurs qui se trouvaient, les gens de maison qui se trouvaient dans le château, étaient là, bien sûr, on les a interrogés, et d'après la description qui a été faite par le général, ils ont dit « Ah mais on connaît, c'est la Dame Blanche, hein, c'est cet être fantomatique qui est déjà responsable de la mort de plusieurs personnes. On sait que c'est un fantôme, on sait qu'elle réside dans le château. » Alors donc là, le général, il est allé passer la nuit ailleurs, hein, parce que finir la nuit autre part, parce qu'il a compris que là, il avait affaire à quelque chose de surnaturel, contre lequel il ne pouvait rien faire. Mais enfin bon, ça lui a quand même trotté dans la tête, tout ça. Il s'est dit, mais il ne faudrait pas qu'on m'ait monté une vaste mise en scène. Il a envoyé le matin même des hommes pour fouiller la chambre. Alors là, ils sont allés franco, là. Ils ont défoncé les planchers, ils ont arraché les tapisseries et tout, pour essayer de trouver un passage secret, mais il n'y avait rien, absolument rien. Et à ce moment-là, quand il a su ça, le général d'Espagne, en quittant Bayreuth, il a dit « J'ai entendu à Bayreuth la cloche funéraire et je mourrai bientôt. » Effectivement, il est mort à la bataille d'Essling, quelques jours après. Donc c'était ainsi l'annonciateur de sa mort. Donc lui, il a eu affaire à une Dame Blanche, mais on a aussi quelque chose qui est assez intéressant.
ce sont tous ces grands officiers supérieurs de Napoléon qui ont eu ou des rêves prémonitoires ou d'autres sensations qui leur ont annoncé leur mort. Et ça, j'ai eu plusieurs cas, j'ai trouvé plusieurs cas. On a d'abord, bien sûr, on va dire, le maréchal Lannes, qui est l'un des plus célèbres. Le maréchal Lannes, il avait fait un rêve prémonitoire. La veille de la bataille d'Essling, et la bataille d'Essling, on sait comment ça s'est déroulé, hein, ça s'est pas très bien passé du côté français, puisque on a eu notamment le maréchal Lannes, dont une jambe a été emportée par un boulet, et le boulet lui a brisé aussi la rotule de l'autre jambe. Et après, on sait comment ça a fini. Malgré toute l'attention des médecins autour de lui, il est mort 2-3 jours après de fièvre. Voilà. Donc ça a été une perte terrible pour l'armée française et pour Napoléon, parce que Lannes, c'était le grand ami de Napoléon. D'ailleurs, Lannes le tutoyait, Napoléon. Ils étaient rares à tutoyer Napoléon une fois qu'il était devenu empereur. Ouais. Et donc Lannes, au matin, juste avant la bataille, il était allé serrer la main à des gens du corps médical, hein, et il leur a dit, messieurs, vous allez avoir beaucoup de travail aujourd'hui, et je peux vous dire que ce sera, quoi qu'il arrive, ma dernière bataille. Et effectivement, ça a été sa dernière bataille. Donc il a eu ce rêve prémonitoire. Alors on en a eu un autre aussi qui était La Salle. Alors La Salle, c'était un hussard hors pair, hein, c'était un cavalier comme, enfin, dans le genre un peu du Murat, hein, c'était un cavalier exceptionnel. Et La Salle, qui n'avait peur de rien, qui était un casse-cou, etc. Et bien, juste avant la bataille de Wagram, ça s'est passé en juillet, début juillet 1809. La Salle, il a écrit à Napoléon pour lui demander de transférer son titre, je crois qu'il était comte, je crois à l'époque, de transférer directement son titre à son fils, parce qu'il lui a dit, je vais mourir demain à la bataille de Wagram. Et effectivement, La Salle, il a été emporté par un Biscayen, il changeait la tête de ses hommes, de sa brigade, et il a été emporté par un Biscayen et il est mort sur le coup. Donc lui, alors on ne sait pas si c'est suite à un rêve prémonitoire ou autre, mais il savait qu'il allait mourir, il le savait, et effectivement ça s'est réalisé. Alors un autre cas qu'on a eu un peu plus tard, c'était en 1813, c'était juste avant la bataille de Lutzen, c'était Bessières. Alors Bessières, c'est pareil, le maréchal Bessières, c'est lui qui commandait la garde impériale. Le maréchal Bessières, Napoléon avait dit de lui, il a vécu comme Bayard, il est mort comme Turenne. Et effectivement, il a été emporté par un boulet, Bessières. Et le matin même du jour où il allait mourir, il ne se sentait pas bien, il savait que c'était la fin. Comment, on ne sait pas. Il ne voulait même pas déjeuner, et son entourage lui a dit, mais pourquoi vous ne déjeunez pas on est prêt à se battre, là il faut que vous preniez des forces. Il a dit, après tout, si un boulet doit m'emporter, autant qu'il me trouve autrement qu'à jeun. Alors, il a fait l'effort de manger, mais après, dès qu'il est allé rejoindre le maréchal Ney, le premier boulet qui passait ennemi, il a emporté son aide de camp, et le deuxième l'a traversé de part en part. Et il avait dit le matin même que si un boulet devait l'emporter, et effectivement, quelques heures après, ça s'est réalisé. Donc c'est quelque chose d'incroyable ce qui s'est passé. Alors après, autre événement surnaturel, lorsque Napoléon en 1809 avait remporté toutes ses batailles contre les Autrichiens, il se trouvait à un moment donné à Schönbrunn, au fameux palais d'été de l'empereur d'Autriche, à Schönbrunn. Et dans une pièce, à un moment, il s'est trouvé très mal à l'aise, il s'est senti très mal à l'aise, Napoléon, face à une pendule. Et cette pendule, il a dit, mais je sais pas, il se trouvait pas bien, il a dit, mais on étouffe ici, il a fallu qu'il sorte de la pièce. Or, la pendule en question, elle s'arrêtera à la minute exacte à laquelle va mourir le fils de Napoléon, donc l'Aiglon, le duc de Reichstadt, le roi de Rome, qui mourra en 1832 dans cette même pièce et au moment de son décès de l'Aiglon, donc cette pendule va s'arrêter.
Et le roi de Rome, donc, il sera amené en Autriche. Hein. Il sera élevé, on a voulu en faire un Autrichien, mais lui, dans sa tête, il était toujours français, ce pauvre enfant. Alors, lui aussi, il est mort empoisonné. J'ai fait des recherches sur lui. Et je sais également qui a été le commanditaire de sa mort, c'était Metternich. Metternich qui dirigeait en fait toute la politique de l'Autriche. C'était un ancien ambassadeur qui était devenu le maître de l'Autriche parce que à l'époque, l'empereur François, c'était rien du tout, quoi. C'était une loque et il se laissait complètement dicter sa conduite par Metternich. Et Metternich c'était un être sans aucun scrupule, tout ce qu'il voulait, voilà, bon, enfin, bref. Donc, on sait que c'est lui qui a assassiné, qui a fait empoisonner, pareil, à l'arsenic, on le sait. Il y a eu aussi des symptômes qui ont été relevés et qui correspondent à une intoxication à l'arsenic. Au départ, c'était une intoxication progressive, une intoxication chronique, comme pour son père. Hein. Il a été procédé à peu près de la même manière, sauf qu'à la fin, on lui a donné des doses massives pour le tuer. Il est mort d'ailleurs, le duc de Reichstadt, il est mort dans d'atroces souffrances. Et il est mort à l'âge de 21 ans et je crois que ses derniers mots étaient, enfin, pas peut-être les tout derniers mots, mais juste avant quelques jours avant de mourir, elle avait dit « Ma naissance et ma mort, ça aura été toute mon histoire ». Il savait qu'il était empoisonné en plus, et il en avait conscience parce que chaque fois qu'on lui apportait son repas le midi, c'était lors du repas du midi qu'on lui mettait le poison. Il restait une demi-heure sans vouloir y toucher, et le valet restait en face de lui jusqu'à ce qu'il accepte de manger. Donc il restait comme ça fixement à se regarder l'un et l'autre pendant une demi-heure, jusqu'à ce que le duc de Reichstadt accepte d'avaler quelques bouchées, et voilà. Avant, il avait un cuisinier français, et le cuisinier français, il a été limogé, bien sûr. On lui a mis un cuisinier autrichien qui était chargé de l'empoisonner. Voilà. Alors là, c'est pareil, on a une lettre de Metternich qui avoue pratiquement son crime, et dit qu'il a le moyen comment dirais-je, de mettre fin aux vœux notamment de l'Italie qui faisait appel au duc de Reichstadt, donc au fils de Napoléon. Il le voulait comme roi d'Italie, et il voulait se libérer aussi du joug des Autrichiens. Donc pour lui, pour Metternich, c'était quelque chose qui n'était absolument pas envisageable. Et en plus, à l'époque, on a, c'est Louis-Philippe, oui c'est ça, c'est Louis-Philippe. Et Metternich menaçait toujours Louis-Philippe de relâcher le duc de Reichstadt, qui aurait été acclamé par tout le peuple français, et Louis-Philippe aurait été obligé de partir en exil vite fait bien fait si le duc de Reichstadt avait ne serait-ce que passé le pont de Strasbourg. Ce qui a permis à Metternich de dicter à Louis-Philippe sa politique étrangère, puisque en fait, Louis-Philippe, il n'avait pas le choix. S'il n'acceptait pas de se plier aux ordres de Metternich, donc on a déjà le gouvernement français de l'époque qui est dirigé par l'étranger. C'est quelque chose de faramineux. C'est comme ça. Et sous la menace de lui mettre dans les pattes l'aiglon. Et donc, Louis-Philippe, donc, il va obéir à tous les ordres de Metternich, et finalement, Metternich va convenir avec Louis-Philippe de mettre fin au jour de l'aiglon, et on a d'ailleurs une lettre aussi qu'on a retrouvée d'un homme qui était un collaborateur de Metternich. Il faut que je la retrouve cette lettre parce qu'elle est très très intéressante. Alors, est-ce que je l'ai vu ça? Voilà, c'était le conseiller Gans, il s'appelait. Voilà ce qu'il écrit le 1er janvier 1832, donc on est peu avant la mort de l'aiglon, puisque l'aiglon va mourir le 22 juillet 1832. Voilà ce qu'il écrit: « Je resterai avec Metternich et je tomberai avec lui. Mais aujourd'hui, il est fou. Si j'écrivais l'histoire de ces dernières années, ce ne serait qu'une suite d'accusations contre lui. » Et Gans, il est mort quelque temps seulement
avant l'Aiglon. Il est mort empoisonné aussi, vraisemblablement, puisqu'il est mort très mystérieusement et très rapidement. Et forcément assassiné sur les ordres aussi de Metternich. Donc on a Napoléon qui est mort empoisonné et son fils qui est mort à son tour empoisonné. Pour raison d'État. Voilà. Alors moi j'avais une question à te poser par rapport à sa campagne d'Égypte. Parce que il est, comment dire, il a vraiment remis l'égyptologie au goût du jour. Après cette campagne d'Égypte, ça a été un grand mouvement de mode dans toute l'Europe par rapport à cet empire égyptien, par rapport du coup, aux découvertes qui ont été faites sur les pyramides, les momies, etc. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il est parti en Égypte? Est-ce qu'il y avait une raison autre que militaire, on va dire? Alors bien sûr, la première raison d'abord, c'était pour enquiquiner les Britanniques. Ça, c'était la première raison, parce qu'en possédant l'Égypte, on leur barrait la route pour se rendre en Orient. Donc on leur ruinait leur commerce. D'ailleurs, ils s'étaient emparés de Malte au passage, etc. Donc c'était d'abord une mission militaire. On voulait toucher les Britanniques là où ça leur faisait mal. Voilà. Et comme on ne pouvait pas les affronter à l'époque, ils avaient une marine tellement puissante, on ne pouvait pas déjà songer à les envahir. On n'aurait jamais mis le sol sur le sol anglais. D'ailleurs, même Napoléon, lorsqu'il est devenu empereur, il n'est pas parvenu, à cause justement de la fameuse défaite de Trafalgar. Hein. La marine britannique était trop puissante. Par contre, en posant le pied en Égypte, on leur sapait de façon considérable leur possibilité de commerce avec l'Orient, etc. Donc ça, c'est une première chose. Mais il ne faut pas oublier que Napoléon, c'était un scientifique dans l'âme, c'était quelqu'un de très cultivé, c'était un génie dans tous les domaines. De toute façon, c'est pas compliqué. Il était capable d'avoir des traits de génie vraiment de partout. Et donc, il a voulu que cette campagne serve aussi de recherche scientifique, et il s'était fait accompagner par plus d'une centaine de scientifiques, mais dans tous les domaines. Il avait également fait faire une bibliothèque miniature, donc des petits livres de poche à l'époque, hein, ça n'existait pas encore, mais c'est lui qui a eu l'idée de faire réaliser ça, des caisses entières de livres pour montrer la culture européenne aux Égyptiens. Donc il voulait qu'il y ait aussi un partage de connaissances, un partage de culture. Donc il avait fait faire toute une bibliothèque à destination des Égyptiens. Donc. Et c'est grâce à lui, donc à la campagne d'Égypte, que l'on va créer vraiment ce qu'on appelle l'égyptologie. Voilà. L'égyptologie, elle est née à partir de la campagne de Napoléon. C'est grâce aux travaux de tous les scientifiques qu'il avait amenés avec lui. Il y avait de tout. Il y avait aussi bien des naturalistes, que des historiens, que des paléographes, que des, je ne sais, des botanistes, tout ce que l'on veut. Donc ces gens-là, ils ont fait une étude extraordinaire, ils ont fait un travail merveilleux, et ça reste encore, d'ailleurs les ouvrages qui ont été écrits à l'époque, suite à la campagne d'Égypte, restent encore des ouvrages de référence, même pour les égyptologues actuels, il faut le savoir. C'est aussi grâce à la campagne d'Égypte si on a pu déchiffrer les hiéroglyphes, parce que la pierre de Rosette, c'est un capitaine du génie français qui l'a découverte justement à Rosette, dans un mur. Elle servait cette pierre simplement de cale dans un mur, et il a fait dégager cette pierre. Alors après, les Britanniques nous l'ont volé, cette pierre, mais c'était une découverte française, hein, au départ, il ne faut pas l'oublier, même si elle se retrouve aujourd'hui au British Museum. Et donc, grâce à la pierre de Rosette, Champollion, comme tout le monde sait, a pu bien sûr déchiffrer les hiéroglyphes. Donc, c'est vraiment une découverte capitale qui a été faite là, capitale. Est-ce que c'est vrai que l'empereur, à l'époque qui était général, a passé une journée, une nuit entière enfermé dans la Grande Pyramide? Oui, ça c'est vrai. Justement, j'allais en parler. Justement.
parce que ça s'est passé, alors la nuit dans la pyramide, ça s'est passé le 12 août 1799. La veille, il était monté à bord d'un ballon d'une montgolfière, hein, on va dire de l'époque. Et pour les Égyptiens, c'est un peu comme s'il était allé parler à Dieu, le fait de le voir s'élever dans les airs. Donc ils se sont dit, bon, cet homme-là, cet homme exceptionnel, il mérite qu'on lui révèle quelques secrets. Donc il a été décidé de lui faire visiter la grande pyramide de Khéops, donc sur le plateau de Gizeh. Alors on sait qu'il a voulu voir la chambre du roi, bien sûr, et qu'il a voulu y rester seul. Il y est resté une nuit entière. Au point d'ailleurs que les officiers de son état-major, au petit matin, ils s'inquiétaient parce que se sont dit, zut, on l'a laissé rentrer tout seul là-dedans. Il avait comme guide un imam, puis je ne sais plus qui, enfin bon, bref. Ils se sont dit, si ça se trouve, on lui a tendu un piège, on l'a égorgé dans un couloir, et nous, on est là bêtement à l'extérieur à attendre, c'est plus tenable. Et au moment où ils avaient déjà mis leurs mains sur leur sabre, ils étaient prêts à pénétrer la pyramide, ils ont vu le général Bonaparte qui en sortait. Il était livide, il était vraiment livide. Il a eu une expérience dans cette pyramide complètement extraordinaire. Alors, il n'a pas voulu en parler, par contre. Il n'a pas voulu en parler, puisque quand on lui a demandé s'il avait vu même un fantôme, parce que tellement que son teint était devenu blanc, il avait des traits tirés aussi, comme s'il venait de subir une épreuve incroyable, épouvantable. Alors, il a répondu, non, non, ne m'en parlez plus jamais, je veux rien dire, etc. Et plus tard, bien plus tard d'ailleurs, puisque c'était à Sainte-Hélène, Lascaz, dans le royaliste, a voulu l'interroger aussi sur cet épisode de la pyramide. Il était à deux doigts de lui révéler ce qui s'était passé. Et puis s'est ravisé. Napoléon a dit, à quoi bon, vous ne me croiriez pas, donc c'est pas la peine. Mais ce qui s'est passé dans cette pyramide, c'est un grand, grand mystère. Est-ce qu'il a eu aussi, comment dirais-je, des visions dans cette pyramide? Parce que bon, on sait qu'au temps de l'initiation égyptienne, au temps des prêtres égyptiens, le hiérophante faisait se coucher dans une sorte de tombeau en pierre l'initié, qui devait avoir après une sorte, pas d'illumination, mais c'était un personnage qui devait se présenter à lui, genre Isis, une sorte de femme voilée, etc., et qui devait en plus lui révéler son avenir à l'initié. Donc, est-ce qu'il a eu une expérience un peu similaire? Je n'en sais rien, ça je ne peux pas le dire, mais l'épisode de la pyramide, en tout cas, il est authentique. Il y a très très peu de sources là-dessus, par contre, j'ai relevé cette info que dans un seul ouvrage, un seul, et on n'en dit vraiment pas grand-chose. Hein. Ça, tout ce que j'ai révélé là, à l'antenne, c'est vraiment tout ce qu'on peut lire sur le sujet. Hein. On n'en sait pas davantage. Moi, j'avais entendu il y a quelques années une conférence d'Antoine Gigal. Je ne sais pas si tu connais Antoine Gigal, c'est une passionnée d'égyptologie qui travaille avec pas mal d'archéologues sur site et qui avait une théorie intéressante sur la venue de Napoléon en Égypte. Visiblement, il était parti là-bas pour rechercher le grand secret du goudron, pas la matière pour mettre sur les routes, hein, mais une espèce de liquide noirâtre qui apporterait la vie éternelle. Est-ce que tu en as entendu parler de cette théorie? Ça, je ne peux rien confirmer à ce niveau-là du tout. Alors par contre, je pense que il a dû subir une espèce d'initiation, par contre, à l'intérieur de la pyramide. D'ailleurs, la pyramide, cette structure devait servir davantage à ça, en fait, aux initiations, c'était plus qu'un tombeau, hein, cette pyramide. Hein, et je pense qu'on lui a indiqué un moyen de recevoir une certaine initiation. Par contre, on lui a fait faire ça alors qu'il n'avait aucune préparation. Parce que normalement, l'initié
qui devait après être pris en main par le hiérophante, là, par le prêtre égyptien, et il avait des longs mois, voire des années de préparation. Napoléon, lui, il est arrivé comme ça, comme une fleur, et puis on lui a fait faire un truc, je ne sais pas quoi exactement, mais il a été bouleversé, et puis il fallait qu'il soit costaud, le gars, hein, pour supporter ça, sans aucune préparation. Alors après, je ne peux pas savoir ce qu'il y a eu exactement, ce qui s'est exactement passé à l'intérieur de la pyramide. Il s'est passé quelque chose, ça c'est certain, quelque chose de très éprouvant parce que c'est presque, il ressemblait presque à un cadavre lorsqu'il est sorti Bonaparte de la pyramide. Il était dans un état incroyable, au point qu'on lui a demandé s'il n'avait pas vu un fantôme ou autre. Enfin bref. Et après, il a toujours voulu maintenir le secret sur ce qui s'était passé. Même, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Sainte-Hélène, alors qu'il était sur le point de révéler, il n'a pas pu parce qu'il s'est dit, non, ce que je vais révéler, c'est trop incroyable, personne ne me croira, voilà. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé dans les détails, ça, je ne sais pas. Ok, un mystère qui sera sûrement, ou peut-être pas, révélé un jour. Alors Pascal, moi je pense qu'il y a un dernier mystère. Je ne sais pas si tu comptais en parler aujourd'hui ou si c'est un mystère sur lequel mériterait carrément une émission complète. C'est le mystère du sarcophage de l'empereur. Ah oui, oui. Oui, alors, bon, alors je sais, il y a une thèse qui veut qu'il ne soit pas aux Invalides. Voilà. Parce que, bon, c'est vrai que les anglo-saxons, ils auraient très bien pu substituer le corps, peut-être, mais non, mais là, franchement, au niveau des Invalides, là, je pense que c'est vraiment les cendres de Napoléon, enfin le corps de Napoléon qui se trouvera aux Invalides. Alors, ce qui me fait penser qu'il n'y a pas eu de subterfuge à ce niveau-là, c'est d'abord que lorsqu'en 1840, les anciens amis de Napoléon qui se sont rendus à Sainte-Hélène pour récupérer donc les restes de son corps, d'abord, ils ont ouvert plusieurs cercueils, parce qu'il faut savoir que le cercueil qui enfermait la dépouille de Napoléon, il était multiple, c'était un peu comme une poupée gigogne en fait. Hein. Il y a un cercueil, je crois, en plomb, un autre en bois, un autre, enfin bref. Donc, quand ils ont bien ouvert tout ça, alors là, par contre, ça a été la surprise, parce que le corps de Napoléon ne s'était pas du tout détérioré, il était parfaitement intact. C'est un peu la problématique des corps incorruptibles. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ils ont été tellement émus en voyant le corps de Napoléon. Ça a été pour eux quelque chose une vision incroyable, parce que c'est un peu comme s'il avait laissé la veille, alors qu'il s'était écoulé quand même une vingtaine d'années. Et le corps était là, intact, c'était quelque chose de faramineux. Donc ils ont pris la dépouille de Napoléon, qui était donc incorruptible. Elle a voyagé, cette dépouille, après par bateau, on le sait. C'est le fameux navire, la Belle Poule, hein, qui a ramené le corps de Napoléon en France. Et après, il a été amené aux Invalides, etc. Donc, je ne pense pas, franchement, que... je sais qu'il y a des thèses là-dessus qui veulent que Napoléon n'y soit pas, ne repose pas aux Invalides. Voilà, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mmh. Alors, c'était pas forcément sur cette thèse-là que je voulais t'amener, mais tu l'as abordé, c'était sur le fameux sarcophage en poupée gigogne, qui est des plus extraordinaires. C'est-à-dire que le tombeau de Napoléon, ce serait un emboîtement de 7 sarcophages. Le premier serait en fer blanc, le second en acajou, les deux suivants en plomb, le cinquième en bois d'ébène, le sixième en chêne, et le septième dans un sarcophage en grès de Carélie. Et le tout placé sur un soubassement en serpentine. C'est bourré de symboles tout ça, non? Oui, mais là,
c'est vrai qu'il y avait énormément de précautions qui avaient été prises là, pour la conservation de son corps. Mais là, tous ces cercueils en poupée gigogne, quelque part, ces cercueils étaient déjà mis en place à Sainte-Hélène. C'était déjà à Sainte-Hélène que toutes ces précautions avaient été prises. Donc, alors est-ce que ça a favorisé en plus la conservation du corps? Pourquoi pas? Mais enfin bon, ça m'étonnerait quand même, parce qu'on a beau prendre toutes les précautions que l'on veut pour se faire éduquer, un corps, s'il doit se décomposer, il se décompose quand même. Hein. Et là, il était même jusqu'à, je crois, la couleur de la peau qui était presque vivante. Hein. C'était quelque chose de faramineux ce qu'ils ont vu là. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, l'arsenic, ça conserve en fait. Ah, mais il y a ça aussi, bien sûr, on peut le dire. On peut le dire. Et il y avait aussi, je crois, un vase au pied qui renfermait ses viscères également. Donc voilà. Par contre, ça, je n'en ai pas parlé. Le maître d'hôtel de Napoléon à Sainte-Hélène, qui s'appelait Cipriani, qui était vraiment un homme de confiance, hein, qui renseignait l'empereur. Donc Cipriani, c'est pareil, il a été assassiné. Il est mort empoisonné par Montholon. Il a eu une crise pareille, enfin, mais très très violente. Au bout de 3 jours, il a été emporté. Or, Cipriani, il a été enterré dans le cimetière protestant de Sainte-Hélène. Or, quand on a voulu donc récupérer les cendres de Napoléon à Sainte-Hélène, ils ont cherché également la tombe de Cipriani. Or, la tombe de Cipriani avait complètement disparu. Or, pour que la tombe de Cipriani disparaisse, il n'y avait qu'un seul homme qui était capable d'ordonner ça, c'était Hudson Love, encore une fois, le gouverneur britannique qui gardait Napoléon prisonnier. Et je pense que si on avait voulu faire disparaître le corps de Cipriani, c'est qu'on se serait aperçu qu'il avait été effectivement lui aussi été assassiné, empoisonné à l'arsenic. Enfin, toujours est-il qu'impossible de retrouver sa dépouille. D'accord, ouais, tout se recoupe. En tout cas, l'histoire de l'empereur Napoléon Bonaparte, voilà, c'est quand même un fabuleux destin, quoi qu'il ait pu faire, quelle que soit la polémique après par rapport à ses actions, hein, parce que c'est vrai que il y a des polémiques autour de lui. Ça reste quand même un personnage extraordinaire qui a marqué son temps. On en a encore aujourd'hui son empreinte jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre code civil, hein, tout simplement. Et le côté paranormal de la vie de Napoléon, à mon avis, on en a juste ébauché une superficie, et il devrait y avoir beaucoup plus de choses à creuser derrière tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, ce que j'aimerais, par contre, si on a encore quelques minutes, je ne sais pas, c'est aussi en finir avec cette idée reçue que Napoléon était un dictateur. Quand j'entends encore des gens qui osent le comparer à Hitler, par exemple, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'horripile profondément. Et je vais même dire que l'éducation nationale est responsable d'ailleurs de ce mode de pensée. Hein. C'est ahurissant de voir qu'on ait pu le comparer à un dictateur. Napoléon, comme je l'ai expliqué, c'était un génie, bien sûr, pour faire la guerre. Il n'y avait pas plus fort que lui, mais il n'a jamais voulu faire la guerre. Il y a eu en tout, depuis la Révolution française et pendant l'Empire, 7 coalitions contre la France. 7 coalitions pour faire tomber Napoléon et pour faire tomber la France. Derrière, on retrouvait toujours les Britanniques qui payaient les monarchies européennes pour nous faire la guerre, parce que les Britanniques, c'est vraiment qu'à la fin qu'ils sont intervenus militairement, parce qu'avant, ils soudoyaient les autres pour nous faire la guerre. Si je me souviens bien, je crois que pour la bataille d'Austerlitz, l'Angleterre avait payé au tsar Alexandre Ier 20 livres sterling pour chaque homme qui mettrait sous les armes, pour chaque soldat russe qui viendrait se battre au Austerlitz. Donc ça a bien sûr enrichi le tsar, mais ça fait mourir combien de soldats russes? Donc on retrouve toujours
ce complot, hein, quelque part, délibéré pour faire tomber la France, pour faire tomber Napoléon. On était en passe de devenir la première puissance du monde sous Napoléon. Si on avait pu nous laisser en paix, c'était ça qui serait... Et puis il faut également bien expliquer aux gens que Napoléon, c'était quelqu'un qui était d'une bonté incroyable. Les actes de générosité, on ne les compte plus. Hein. Je vais en citer un parmi d'autres. Napoléon, lorsqu'il est parti pour la deuxième campagne d'Italie, alors tout le monde sait qu'il a traversé bien sûr le col du Grand Saint-Bernard, etc. Et puis on a le fameux tableau de David qui nous le montre sur un fier destrier, voilà. En fait, la réalité historique est beaucoup plus prosaïque. Il a traversé les Alpes à dos de mulet. C'était un paysan d'une vallée des Alpes qui conduisait le mulet. Et il s'est avéré que ce paysan, c'était un jeune homme qui était d'un milieu très très modeste. Et en discutant avec l'empereur, Napoléon a appris que ce jeune paysan, il avait l'espoir d'épouser la fille d'un fermier, mais le problème c'est que le fermier en question était bien plus riche que lui, il ne lui donnerait jamais la main de sa fille. Napoléon a écouté cette histoire-là et sans rien dire, il a fait remettre une somme considérable au paysan en question qui lui a permis d'acheter une maison, des terres. Il a pu faire le mariage de ses rêves. Ça, c'était Napoléon. Voilà. Et des actes de charité, enfin de bonté de ce type, j'en ai mais à l'appel à raconter. Voilà, ça, c'était Napoléon. Voilà. Et donc quelqu'un qui aspire à la paix, mais à qui on a toujours fait la guerre, quelqu'un qui était généreux, trop généreux d'ailleurs, parce que moi j'estime que devant ces têtes couronnées d'Europe qui lui ont fait sans arrêt la guerre et les a laissés en place, quelqu'un comme l'empereur d'Autriche qu'il a retrouvé plus tard, après il a retrouvé son armée à Leipzig, ça a été catastrophique après pour nos armes. Si il n'avait pas été si généreux, s'il les avait chassés des trônes où ils étaient, si également il avait fait en sorte d'exterminer leurs armées, mais ce qu'il n'a jamais voulu faire. Moi, je sais qu'après la bataille de Wagram, les officiers de Napoléon lui avaient dit, mais pourquoi ne pas les poursuivre l'armée autrichienne qui n'est pas encore complètement exterminée? On pourrait les détruire et au moins on ne les retrouverait plus jamais sur un champ de bataille. Et non, il s'est toujours montré très magnanime. Un autre aussi détail qu'il faut savoir, les prisonniers que l'on faisait des armées étrangères, Napoléon les faisait relâcher après et ils étaient habillés de neuf, ils repartaient bien nourris, tout ce que l'on veut. Nous, nos prisonniers, lorsqu'ils revenaient de Russie ou d'ailleurs, ils arrivaient dans un état lamentable. Hein, c'était toute la différence. Quand on voit aussi nos soldats français qui ont été prisonniers sur les pontons anglais, c'était une horreur. Il fallait voir dans quel état de misère nos pauvres soldats vivaient. Mais c'était inimaginable. C'était complètement inhumain. À côté de ça, les prisonniers anglais en France, Napoléon, par exemple, pour Noël, leur faisait distribuer un merveilleux repas et il leur donnait un Napoléon en or à chacun. Voilà, il y avait une différence entre la France et les autres nations européennes, mais d'ailleurs les soldats français trouvaient que Napoléon était bien trop généreux. Et ça a été une de ses faiblesses peut-être. Parce qu'en face, il n'avait pas de scrupules. Quand on voit nos soldats qui sont les rares survivants des pontons anglais, dans quel état ils sont revenus, de toute façon, ils ont survécu que quelques années parce qu'ils étaient tous tellement malades que... D'ailleurs, c'était un des plans aussi de l'Angleterre. C'est-à-dire que lorsque nos soldats français sur les pontons étaient très mal en point, lorsqu'ils étaient mourants, avec la tuberculose, etc., ils nous les renvoyaient en France en espérant qu'ils allaient contaminer la population française. Et oui, ça c'est voilà, hein, ça c'est sur les dirigeants britanniques.
qui faisait ça. Donc, où est l'honneur là-dedans? Oui, en face, il y avait un homme qui, lui, était bourré d'honneur, c'était Napoléon. C'était deux conceptions de combat, de lutte qui étaient totalement différentes. C'est pour ça que je te dis, pour moi, Waterloo, ça a été la pire des choses qui puisse arriver à la France. Voilà. Bon, mais là, je crois que j'en aurais fini. Ouais, je pense que tu as redoré le blason de Napoléon. Je pense que ceux qui t'auront écouté jusqu'au bout verront cet homme-là d'un autre œil. Et puis c'est vrai, moi je pense que la moralité de toute cette histoire, c'est ne vous fiez pas à l'histoire officielle, car comme tu l'as dit dès le début, elle est écrite par les gagnants. Et donc elle est complètement dévoyée. Voilà. Donc faites vos recherches par vous-même, et puis comme ça vous arriverez à recouper au moins des semblants de vérité, si ce n'est les bonnes versions. Eh bien Pascal, je te remercie pour cette nouvelle causerie. Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer sur un sujet qui me tenait à cœur. Voilà. Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. Avec grand plaisir. Ok, écoute, ciao Pascal, et puis à très bientôt. Et puis merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Bye bye.